Bonjour à tous, bienvenue à notre échange d'aujourd'hui avec la société Intrasense, qui a été créée en 2004, cotée en bourse en 2012 et qui est spécialisée dans les solutions logicielles d'imagerie médicale et qui est également leader mondial dans le développement de logiciels de gestion pour la santé. Je suis avec Nicolas Raymond, son directeur général. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean-Baptiste, enchanté d'être avec vous. Merci pour votre temps et enchanté d'être avec nos actionnaires et participants ce soir. Merci à eux d'être à ce rendez-vous, un rendez-vous semestriel qui, je crois, est le 3 ou 4e rendez-vous webinaire semestriel que nous faisons. Donc ça devient presque ça devient un jalon important pour nous et récurrent. C'est un plaisir pour nous. Alors, votre actualité, c'est la publication de vos résultats semestriels qui a eu lieu la semaine dernière. Et là, l'objectif ce soir, c'est d'échanger sur 3 sujets. Un, revenir sur vos résultats, premièrement. Deuxièmement, vous avez une nouvelle solution, une nouvelle ligne de produits en oncologie. On va essayer de bien la comprendre et la découvrir. Et troisièmement, vos perspectives. Et bien sûr aussi, ce sera aussi les questions des participants. Je rappelle aux participants qu'ils ont un écran de configuration. Ils peuvent écrire des questions par écrit. Je les vois apparaître sur mon écran et je peux les poser à Nicolas Raymond. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Donc, on va commencer sur la première partie, les résultats. Et donc, Nicolas Raymond, si vous pouvez nous faire part des points importants sur les résultats semestriels que vous avez publiés donc la semaine dernière. Tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. En effet, et je pense que c'est important. On a voulu ce format questions-réponses. Donc, on va échanger ensemble, Jean-Baptiste. Et puis, bien évidemment, le souhait, c'est que les personnes connectées puissent échanger, poser toutes les questions. C'est vraiment tout l'intérêt de ce format webinaire. Alors, sur nos résultats que nous avons publiés il y a quelques jours, je pense qu'il y a quelques éléments notables à mettre en avant. Le premier, qui est extérieur à la société, mais qui est important à noter, c'est bien évidemment la situation géopolitique et l'impact de la crise Ukraine-Russie sur l'activité économique mondiale et l'activité économique du coup d'Intrasense. Au global, Intrasense sur ce semestre, comparé au premier semestre 2021, maintient une croissance de plus de 5%, ce qui est une belle performance étant donné la conjoncture globale économique. Et ce qui est très très important, et je vais y revenir, c'est que si nous prenons notre chiffre d'affaires hors zone de guerre, nous sommes en croissance de 42%. Alors, les événements importants et les quelques points clés d'un point de vue géographique. Le premier élément, bien évidemment, il faut être clair là-dessus, c'est que la situation géopolitique nous impacte. Nous avions sur les années précédentes un chiffre d'affaires de l'ordre du million d'euros sur l'Europe de l'Est, y compris la Russie. Évidemment, ce chiffre d'affaires est ramené à 0 sur ce premier semestre. Néanmoins, ce que l'on voit, c'est que les choix stratégiques que nous avons réalisés d'un point de vue géographique, d'un point de vue commercial, sont payants. Les choix stratégiques que nous avons faits sur ces 6 à 12 derniers mois. Donc, les éléments notables, c'est quoi? C'est en France, une croissance de 31% par rapport à l'an dernier, par rapport au premier semestre de l'an dernier. Et si on se rappelle ce que nous avions annoncé fin de l'an dernier, deuxième semestre de l'an dernier, c'était des investissements au niveau de la force commerciale en France pour aller chercher de la part de marché en France. Donc ça, nous avons réussi le pari que nous avons pris d'allouer plus de ressources sur la France pour aller chercher de la croissance sur la France. Deuxième élément, la Chine, marché très différent, contexte très différent, mais la même volonté d'aller gagner de la part de marché en vente directe. Et nous avons réallouer, redispatcher notre force commerciale locale. Nous avons également réembauché là-bas pour avoir une force commerciale qui couvre plus de provinces. Et le résultat, c'est 26% de croissance sur la Chine par rapport au premier semestre de l'an dernier. Donc, notre stratégie l'an dernier, et qui est reflétée dans ces résultats du premier semestre, c'est une croissance en vente directe sur la France, une croissance en vente directe sur la Chine. Et troisième élément d'un point de vue géographique qui, lui, me paraît aussi important, nous avions annoncé au deuxième semestre l'an dernier, à la suite de l'augmentation de capital,
que nous chercherions à diversifier notre empreinte géographique commerciale sur de nouvelles zones. Nous avons travaillé sur plusieurs zones. Nous étions en train de travailler sur le Brésil depuis l'an dernier et nous avons signé un contrat majeur au Brésil que nous avons publié ces dernières semaines qui nous permet d'afficher une belle croissance sur de nouvelles zones. Bien évidemment, pour aussi pouvoir balancer par rapport aux problèmes géopolitiques, nous continuons le travail de développement sur d'autres zones, on pourra en reparler, sur lesquelles nous travaillons, comme l'Allemagne, l'Italie, etc. Donc ça, Jean-Baptiste, c'est la partie chiffre d'affaires. Donc 42% de chiffre d'affaires hors zone de guerre. Quand on regarde les performances de notre domaine et les performances des medtech, c'est une belle performance. Deuxième élément, les charges. Il est important de parler des charges parce que au-delà des charges arrive l'EBITDA et bien évidemment la trésorerie nette disponible que vous voyez à l'écran. Donc sur les charges, l'an dernier, nous avions, à la suite de l'augmentation de capital, mis en place un plan d'investissement avec globalement beaucoup d'investissements en termes de ressources humaines. Chez Intrasens, l'asset d'Intrasens, c'est les ressources humaines. On est une société de logiciels, donc c'est véritablement ça qui est important. Donc, nous avions décidé d'investir en ressources humaines d'un point de vue commercial, et ça, j'ai expliqué les résultats, et puis d'un point de vue R&D. À ce jour, d'un point de vue charge, nous sommes alignés et conformes avec notre budget et notre prévisionnel. C'est-à-dire que le plan d'embauche que nous avons réalisé, qui amène des charges, est conforme à ce que nous avions prévu et à ces investissements en vente et en R&D qui te permettent de construire une croissance à court, à moyen et à long terme. Donc ça, c'est très important. Et donc, pour résumer, nous avons d'un côté un chiffre d'affaires en croissance qui est impacté par la situation géopolitique. Donc, bien évidemment, la croissance n'est pas aussi importante qu'on l'aurait souhaité, mais elle reste très notable et une belle performance hors zone de guerre. Des charges sous contrôle qui sont alignées avec notre budget et alignées avec notre prévisionnel. Et au global, ça nous amène à une trésorerie d'à peu près 2,6 millions, ce qui nous permet sans aucun problème sur les comptes semestriels d'annoncer une continuité d'exploitation sans aucun problème pour la période à venir. Un dernier élément juste que je veux mettre en avant, Jean-Baptiste, sur ces résultats semestriels et qui me paraît très important, c'est qu'on a eu pas mal de charges au premier semestre qui sont des charges non récurrentes. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place au premier semestre une nouvelle équipe de R&D pour construire une nouvelle ligne de produits. Tout à l'heure, vous en avez un petit peu parlé, on est en train de construire une nouvelle ligne de produits. Donc ça a été pas mal d'embauches. On a mis en place du management de transition, on a mis en place des entreprises de services du numérique pour nous aider sur des compétences très particulières à un moment donné par rapport à notre transition sur des nouvelles technologies. Et tout ça, ce sont des charges, donc charges de recrutement, frais de management de transition, etc., qui sont des charges sur le premier semestre et qui, sur la période à venir, ne devraient pas être continuées, ne devraient pas être maintenues. Donc ça, c'est un élément aussi qui est important à mettre en avant. Donc au global, je pense que nous n'avons pas à rougir de ces performances alignées avec notre stratégie, avec un chiffre d'affaires qui est une belle croissance, donc des résultats plus qu'honorables sur ce premier semestre. Donc effectivement, 42% de chiffre d'affaires hors zone de guerre en croissance, voilà. 42%, c'est quand même très significatif. Bon. Peut-être que et c'est Jean-Baptiste le 9e semestre consécutif de croissance. C'est-à-dire que ce qui est important aussi, c'est de dire depuis la mise en place de cette stratégie fin 2017, nous sommes en croissance continue. Et cette année, suite à l'augmentation de capital, nous avons décidé d'investir, donc d'augmenter nos charges, mais pour pouvoir encore plus continuer notre croissance derrière. C'est ça qui est important, effectivement. D'accord, merci. Alors, continuons. Alors, il y a une dizaine de jours, vous avez communiqué sur un partenariat avec un acteur brésilien, MV. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce partenariat? Alors, ça va me permettre de parler des partenariats de manière un petit peu plus globale. Et bien évidemment, MV, justement, sur les partenariats. Donc, MV, c'est un des leaders au Brésil des systèmes d'information hospitaliers. C'est un des leaders du PAX. Au Brésil, vous avez deux gros acteurs. Vous avez Philips et MV. MV, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires.
Donc, nous avons discuté pendant plusieurs mois avec eux pour signer un contrat et donc reconnaître du chiffre sur le premier semestre. Alors, la publication qu'on nous avons fait sur les marchés boursiers de ce contrat est arrivée que récemment, parce qu'il y avait plein de détails de communication à régler avec eux. C'est une grosse société. Et du coup, ça nous a pris beaucoup plus de temps de valider le communiqué de presse que ce que l'on pensait. Mais ce qui est important, c'est MV, c'est vraiment un leader industriel au Brésil. C'est un acteur, c'est un contrat de 8 ans que nous avons avec eux. Nous n'avons pas le droit, malheureusement, de révéler la somme du contrat, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est néanmoins une somme significative pour Intrasense, et surtout, c'est la récurrence de revenus. C'est-à-dire, c'est un engagement de revenus pour les 8 prochaines années pour Intrasense, avec en plus la possibilité de vendre plus à travers de la vente croisée et d'autres éléments. Donc ça, c'est le contrat avec MV, Jean-Baptiste. Et derrière, je veux juste un petit peu rappeler notre environnement et l'ensemble des contrats que nous avons mis en place depuis le début de l'année. Là, vous voyez à l'écran quelques exemples. On a Fort Comet qu'on a publié en février, on a Télédiac qu'on a publié en avril, 1000 vues, ça devait être au mois de mai, et Nurea au mois de juin, je crois. Donc on voit qu'il y a quand même très régulièrement des communications par rapport à ces partenariats. Et on a deux types de partenaires. On a 1000 vues et Nurea, ça, ce sont des acteurs de l'intelligence artificielle, et c'est des partenaires où on va intégrer leur technologie dans notre plateforme pour avoir une plateforme toujours plus performante, toujours plus attrayante pour nos clients. Donc ça, ce sont des partenaires technologiques d'intégration. Ensuite, Fort Comed, Télédiag ou MV, ça, ce sont des partenaires commerciaux des clients. Télédiag, c'est une des plus grosses sociétés en France de téléradiologie qui maintenant nous achète la solution. Fort Comed, c'est un des plus gros centres, c'est le plus gros centre de formation de radiologues en France, qui maintenant forme les radiologues sur nos plateformes et nous achète des solutions. Et notre positionnement, je parlais tout à l'heure de la stratégie de vente directe et de la stratégie de vente indirecte, c'est un positionnement et une stratégie qui, bien évidemment, s'appuie sur des partenariats, soit pour compléter notre offre technologique ou pour nous améliorer, ce qu'on appelle notre accès marché. Donc, je pense que c'est important de rappeler cette approche au global par rapport à votre question sur MD. D'accord, donc vous avez des partenariats donc, techniques sur l'offre, des partenariats sur la distribution commerciale. Vous avez d'autres drivers de croissance ou d'autres leviers? Nos drivers de croissance, il y en a plusieurs. On n'est pas du tout. Donc, comme je le disais, notre stratégie, elle est augmenter nos parts de marché en France et en Chine, marchés très différents, mais où nous ne sommes pas sur ces deux marchés à un plafond de verre de parts de marché. Donc là-dessus, nous avons redéployé une force commerciale de manière différente et nous allons continuer à nous renforcer d'un point de vue commercial parce qu'on a vraiment un bel historique sur ces zones et un beau potentiel de croissance. Donc ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est se déployer de manière indirecte, par exemple MV au Brésil, ou encore, je vous le mentionnais tout à l'heure, mais là, on discute et on investit depuis plusieurs mois sur de la prospection en Italie, en Allemagne, où on souhaite et on travaille pour signer des contrats similaires à MV dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Ce sont des contrats qui prennent du temps à être signés, de longues négociations, de longues discussions. Mais c'est vraiment l'idée, donc vente directe en France, vente directe en Chine et indirect sur les autres zones avec un focus Brésil, Italie, Allemagne pour la période à venir. Donc c'est vraiment ça nos leviers de croissance. Et bien évidemment, je pense qu'on en reparlera, le levier de croissance aussi à moyen terme, ça sera notre nouvelle ligne de produits en oncologie qui va sortir l'an prochain. D'accord. Alors, la semaine dernière, avant d'aller sur votre ligne de produits, on va encore poser une petite question. La semaine dernière, vous avez donc publié vos résultats. Vous avez fait aussi une autre chose. Vous avez participé aux Journées françaises de radiologie. Ouais. Vous avez quelques retours ou feedback de cette participation? Oui, alors les journées francophones de radiologie, événement majeur français, mais pas que français. Vous avez vraiment tout le monde francophone de la radiologie qui s'y réunit. C'est à Paris pendant 4 jours. Plusieurs éléments par rapport à ça pour partager avec les personnes qui sont en ligne. Premier élément qui est toujours très intéressant dans les salons professionnels, on en fait plusieurs par an, mais les JFR, c'est notre salon majeur, c'est confirmer les tendances du marché. Une tendance qui est là reflétée par notre approche partenariale, c'est le
positionnement de l'intelligence artificielle dans les solutions de radiologie. Et ce que l'on voit, ce que l'on pressentait, nous, chez Intrasens depuis plusieurs années, c'est que l'IA en tant que telle a du sens quand l'IA est intégrée dans un flux clinique et dans des applications cliniques avancées. Et en fait, on le voit, nous, on intègre Nurea, on intègre Nilu, on discute avec d'autres sociétés pour les intégrer. Eh bien, on a bien vu sur ce salon-là que tous les fournisseurs d'IA aujourd'hui cherchent des partenaires comme nous pour un market access et pour créer de la valeur clinique autour de leurs algorithmes. Donc ça, c'est une première chose. On parlait des JFR qui, moi, m'a sauté aux yeux pendant cet événement et qui me semble intéressant à partager et qui confirme notre stratégie. Deuxième élément de ces JFR, c'est bien évidemment valider ou confirmer, s'il y avait besoin de le faire, l'adéquation de nos produits avec la demande. Donc, bien évidemment, pendant cet événement, nous avons largement mis en avant Myriam, qui est un produit très important pour nous, qui aujourd'hui génère notre chiffre d'affaires sur lequel nous allons continuer à investir. Ce que nous avons vu, c'est que Myriam est en adéquation parfaite avec les besoins des utilisateurs, en intégrant l'IA. C'est quelque chose de vraiment fort, de beaux leviers de croissance à venir là-dessus. Et deuxième élément, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, sur la partie oncologie, nous avons pu avoir de nombreuses discussions avec des leaders d'opinion de la radiologie et de l'oncologie, où nous avons montré nos concepts, les premiers éléments de prototype de notre solution oncologie. Et je dois dire avec plaisir qu'il y a eu un super retour très positif par rapport à ça et sur le fait que ça réponde à un véritable besoin. Donc ça nous donne vraiment de la confiance par rapport à l'avenir. Donc les JFR, très positifs au global, de nombreux, ce que l'on appelle dans notre jargon des leads, donc des contacts commerciaux, à travailler sur cette fin d'année et sur l'an prochain. Alors justement, là, vous parlez de votre nouvelle ligne de produits en oncologie, ce qui nous amène sur la deuxième grande partie de l'échange de ce soir. Et pour aborder ce thème-là, je vous propose de faire un petit flashback. On s'était vu dans un webinaire en juin 2021. Et à l'époque, vous aviez fait une augmentation de capital, donc avec une levée de fonds. Et voilà, pour se mettre en perspective de cette nouvelle ligne, est-ce que vous pouvez nous rappeler quels avaient été les objectifs à l'époque de cette levée de fonds? Alors, les objectifs de cette levée de fonds, c'était de faire passer un cap à Intrasens. Alors, ce cap, il y a plusieurs aspects. Alors, d'abord, j'en profite pour rebondir là-dessus. Il y a aussi un cap d'un point de vue marketing et d'un point de vue image de marque pour Intrasens. Je ne sais pas si vous avez noté, parce que vous parlez de l'an dernier, Jean-Baptiste, notre visuel, notre présentation a pas mal changé depuis l'an dernier. Alors, ça peut paraître une anecdote, mais c'est très, très important pour créer un Intrasens, je dirais 3.0. Alors, je reviens juste un tout petit peu en arrière. Vous voyez notre nouvelle image de marque? Alors, c'est lié à ce passage de cap qu'on a fait avec l'augmentation de capital. Intrasens, révéler l'invisible, sauver des vies. Marque mère et derrière deux marques filles que sont Myriam et que sera la partie oncologie dont on va parler. Donc derrière, la levée de fonds que nous avons réalisée l'an dernier, il y avait deux objectifs. Le premier objectif, c'était d'aller chercher de la croissance commerciale à court terme. Cette croissance commerciale, nous allions annoncer que nous allions la chercher sur la France et la Chine en vente directe et essayer de développer de nouvelles géographies. C'est ce que nous avons fait. Et c'est ce que, bien évidemment, nous allons continuer à faire sur la période à venir, parce que là, nous ne sommes qu'au début de l'histoire, après avoir investi en nouvelles ressources d'un point de vue commercial. Le deuxième élément de cette levée de fonds, dont nous avions parlé ensemble il y a un petit peu plus d'1 an, c'est le développement d'une nouvelle ligne de produits en oncologie. Alors, je vais essayer d'expliquer un petit peu ces deux lignes de produits. Nous avons notre ligne de produits Myriam, qui est la ligne de produits historique d'Intrasens, qui a tout son sens et tout son potentiel de croissance à venir. C'est une ligne de produits avec des outils très spécialisés, ce qu'on appelle centrés sur l'examen ou sur l'organe. C'est-à-dire que c'est des outils qui sont utilisés pour l'IRM de la prostate, l'IRM du sein, le scanner du foie, mais vraiment sur un examen à un moment donné d'un patient pour le radiologue. Ça, nous allons continuer les investissements sur cette ligne de produits, nous allons continuer à intégrer de l'intelligence artificielle et continuer à développer l'activité commerciale là-dessus. Sur l'oncologie, nous avons monté une nouvelle équipe par rapport à ça, en utilisant aussi bien évidemment nos ressources existantes. Nous avons embauché
pour créer cette nouvelle ligne de produit. Et cette nouvelle ligne de produit, elle a une proposition de valeur qui est assez disruptive et qui est complètement différente. C'est de mettre le patient au centre du focus du logiciel. C'est suivre le patient de manière longitudinale. C'est-à-dire que le point d'entrée de ce logiciel, c'est tout d'abord le patient qui va être diagnostiqué pour un cancer et qui va être suivi tout au long de sa pathologie par une équipe soignante, donc par une équipe pluridisciplinaire qui va être composée d'un oncologue, qui va être composée d'un radiologue, qui peut être composée d'un anatomopathologiste, etc., etc. Donc, quand Myriam est plutôt sur un aspect vertical, avec l'approche oncologie, on sera sur un aspect horizontal, donc de parcours de soins. Et là-dessus, plusieurs éléments me paraissent importants à partager avec vous. Ces deux lignes de produits que l'on va avoir dans le futur, elles ne sont pas complètement décorées. Et ça, c'est très important à comprendre. Et là-dessus, je me permets de partager un petit peu avec nos actionnaires qui sont en ligne des perspectives justement sur le développement à venir de ces lignes de produits et vous expliquer comment ces lignes de produits viennent, comment est-ce que nous avons des synergies par rapport à ces lignes de produits. Premier élément, sur les roadmaps, la partie oncologie. Donc aujourd'hui, nous sommes en cours de finalisation du prototype. Ce prototype sera disponible d'ici fin d'année. Nous avons déjà des accords de partenariat de signés avec les grands établissements qui prennent en charge des patients pour le cancer pour tester ce prototype. Et l'objectif, ça reste bien de mettre une version 1.0 sur le marché l'an prochain. Ça, c'est un élément très, très important. À côté de ça, on continue à investir sur Myriam. Sur Myriam, nous avons passé un cap décisif cet été qui est la soumission de notre nouvelle version au nouveau règlement européen. Alors, c'est un peu un langage barbare, ça s'appelle le MDR, mais on est dans les premières sociétés avec un historique aussi fort et des solutions aussi complètes à avoir soumis notre solution au nouveau règlement européen qui rentre en vigueur à partir de maintenant. Un élément qui est important pour les gens qui nous écoutent à comprendre, c'est que ce nouveau règlement apporte bien évidemment pas mal de choses comme de nouvelles barrières à l'entrée pour des concurrents qui souhaitent se positionner sur notre marché. Néanmoins, il apporte aussi des délais beaucoup plus longs de soumission réglementaire. Et là, c'est ce que vous voyez à l'écran, les délais de validation de ce qu'on appelle le marquage CE sont relativement longs. Ça l'est pour nous, mais ça l'est pour tout le monde. Ça l'est également pour nos concurrents, nos partenaires, etc. Alors, si on en revient aux synergies et à l'objectif de la levée de fonds, donc la levée de fonds, c'était pour développer la plateforme oncologie, mais comme on le voit sur cette frise à l'écran, pas que. C'est-à-dire que la plateforme oncologie, Jean-Baptiste, c'est une plateforme qui va être sur des nouvelles technologies, des technologies web, des technologies SaaS, Software as a Service, avec des modes d'abonnement, avec la possibilité de rajouter des services à valeur ajoutée, ça c'est très important. Et en fait, ce qu'on appelle dans notre jargon le back-end de cette plateforme oncologie, nous allons l'utiliser pour développer ce que nous appelons Myriam 3.0, la nouvelle version majeure de Myriam sur laquelle nous allons travailler l'an prochain. Et ça veut dire aussi que Myriam 3.0, ça sera une solution qui va être web, SaaS, abonnement. Et donc, nous allons réaliser sur les années qui vont venir un transfert de business model, ça va se faire de manière progressive. Myriam 3.0, dans un premier temps, sera des modules très axés sur des pathologies oncologiques, mais cela va se mettre en place. Donc, la levée de fonds que nous avons réalisée, si je résume, c'était des investissements commerciaux à court et moyen terme, et on en voit les premiers fruits, et des investissements d'un point de vue innovation pour développer cette nouvelle ligne de produits en oncologie, où je vous l'ai dit, au GFR, nous avons des retours très positifs, et puis, bien évidemment, faire passer un cap à notre solution historique Myriam, parce qu'il y a de la part de marché à aller chercher avec cette solution aussi. Ça, c'est les synergies techniques. Derrière, je pourrais vous en parler pendant des heures, il y a aussi des synergies, bien évidemment, marché. C'est-à-dire que là où on va vendre la solution d'oncologie, vu qu'il y aura la même plateforme derrière, on pourra aussi vendre des modules de Myriam. C'est ça qui est très intéressant. Quand le patient va être suivi sur son parcours de soins, eh bien, le module de Myriam sur l'IRM de la prostate, il pourra être utilisé aussi. Et là, d'avoir ce que l'on appelle du cross-selling, des ventes croisées entre nos différents produits.
Et donc, au-delà d'avoir 2 chiffres d'affaires sur 2 lignes de produits, on va pouvoir augmenter le chiffre d'affaires réciproque de ces 2 lignes de produits par de la vente croisée. Donc, voilà un petit peu la stratégie produit et voilà ce pourquoi nous avons levé des fonds l'an dernier. Et nous travaillons sur cette partie innovation et il est évident que là-dessus, on travaille plus sur du moyen long terme que sur du court terme. Il faut l'avoir en tête. Mais aujourd'hui, nous sommes alignés avec notre ambition. Et si on essaie de voir un peu sur la partie oncologie, dans quelle mesure, quelle sera sa contribution sur votre croissance? Est-ce que... Alors, l'objectif à terme, c'est que clairement, la partie oncologie pèse, on va dire, d'ici 4 ans, 4 à 5 ans, pour probablement entre la moitié et 2 tiers du chiffre d'affaires. On a de fortes ambitions de croissance là-dessus. Donc, on estime, c'est ce que nous avions annoncé sur l'augmentation de capital, que sur les parts de marché côté Myriam, nous devrions pouvoir quasi les doubler sur les années à venir si nous mettons les bonnes ressources en face et que nous continuons nos développements et nos investissements technologiques. Et à terme, ce que l'on souhaite, c'est un équilibre entre ces 2 lignes de produits. C'est important aussi de se diversifier pour la gestion des risques. Et on pense que c'est à minima 50-50 entre ces 2 lignes de produits, voire 2 tiers pour la partie oncologique qui va vraiment être disruptive sur ce qu'elle va apporter et 1 tiers sur la partie Myriam. Donc, on reste sur des ambitions de plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires sur les années à venir pour Intrasense. C'est vraiment notre ambition. D'accord. J'aimerais bien qu'on revienne dire quelques mots sur l'intelligence artificielle. Voilà, vous avez cité tout à l'heure des partenariats qui pouvaient vous aider dans ce domaine-là. Voilà, quelle est votre stratégie dans ce domaine? Alors, sur la partie intelligence artificielle, on a une stratégie qui dépend un petit peu du domaine que l'on va toucher. On a, dans certains cas, on va faire une approche de partenariat, par exemple avec Nurea ou avec Mibu, sur des domaines où on estime que c'est pas stratégique pour nous, où on va choisir le meilleur du marché à un moment donné pour l'intégrer à notre solution. Et on est très content de ces partenaires, mais ça, on va le garder en partenariat d'un côté. De l'autre côté, il est évident que pour certaines solutions beaucoup plus stratégiques sur des domaines tels que l'oncologie, nous allons internaliser l'IA, que ce soit par du développement en partant de zéro en interne ou que ce soit par de l'acquisition de solutions d'intelligence artificielle. Acquisition qui peut se faire dans des cadres de partenariat avec des instituts de recherche ou dans des cadres de discussion avec d'autres sociétés. Pourquoi? Parce que le but, c'est bien évidemment de détenir en interne des éléments stratégiques par rapport à notre développement. Donc l'IA, c'est clé. Après, selon nous, l'IA, ce n'est qu'un moyen, ça reste des algorithmes, c'est des algorithmes qui donnent des solutions. Ce qui est très important, c'est de l'orchestrer, cette IA. C'est de savoir le lancer au bon moment, de savoir bien le faire interagir avec l'application pour que l'utilisateur en tire toute sa substance. Et ça, c'est notre savoir-faire de base, c'est créer des applications cliniques et donner du sens à ces applications cliniques. Donc, c'est ce qu'on fait à travers nos 2 lignes de produits. Et derrière, il y a de l'IA qui vient nourrir ces lignes de produits et sur lesquelles on va continuer à travailler. D'accord. Voilà, je pense qu'on peut maintenant en dire quelques mots là, sur la 3e partie. Je voulais qu'on aborde les perspectives, le futur. Alors, vous aviez tout à l'heure dit que sur Myriam, vous aviez déposé Myriam au nouveau règlement européen. Voilà, donc vous avez donné quelques éléments en termes d'opportunités que ça peut donner, mais voilà, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ce que ça va apporter à Intrasense? Oui, alors le nouveau règlement, c'est vraiment quelque chose de majeur. Je pense qu'il est important que les gens qui nous écoutent le réalisent. C'est beaucoup de travail qui a été réalisé par nos équipes. Donc, il y a quelques années, l'Europe a mis en place un nouveau règlement européen. On est passé de ce qu'on appelle le MDD au MDR, ce qui fait qu'il a été nécessaire pour nous, acteurs historiques, de resoumettre l'intégralité d'un dossier. Donc, c'était un travail très, très long. Ça a été fait. Encore une fois, ça impacte tous les constructeurs, tous les fabricants aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de délais de ce qu'on appelle les organismes notifiés. Les organismes notifiés, c'est ceux qui vous valident votre produit pour pouvoir le vendre en tant que dispositif médical. Donc, c'est pour ça, vous le voyez sur notre roadmap,
que nous avons prévu quasiment 1 an pour obtenir la validation de notre organisme notifié. Mais je veux dire, ça c'est la même chose pour tous les acteurs. Donc encore une fois, il y a 2 aspects à ça. Aujourd'hui, il y a quand même un embouteillage au niveau des organismes notifiés. Ça nous impacte de manière négative, ça c'est évident. Mais à côté de ça, ce nouveau règlement qui a été renforcé, eh bien, c'est une barrière à l'entrée qui est encore plus importante. Et chez Intrasense, on a cette compétence réglementaire en interne et pour nous, c'est un véritable asset parce que ça évite que des acteurs étrangers arrivent, des acteurs chinois arrivent sur le marché européen et apportent leurs produits, etc. Donc, c'est aussi un certain élément de protection pour nous par rapport à ça. Donc, ça, c'est sur le nouveau marquage et on le prend en compte, c'est important. Après, je pense que sur les perspectives, on en a pas mal parlé. Hein. Moi je reste, l'ensemble du comité de direction, le conseil d'administration, l'ensemble des équipes, sur vraiment vouloir aller chercher de la croissance saine pour l'entreprise. Donc la croissance saine, ça veut dire aller chercher de la croissance sur les zones sur lesquelles on est établi, aller chercher de la croissance sur de nouvelles zones, mais étape par étape. On reste une petite société, Jean-Baptiste. Ça, c'est important. Il ne faut pas se disperser. Il faut faire les choses étape par étape. On a travaillé sur le Brésil. Maintenant, on travaille sur l'Italie. On espère, bien évidemment, signer des contrats prochainement. Et après, on fera d'autres géographies. Donc, ça reste notre priorité. Aller chercher de la croissance saine, ça veut dire maîtriser nos coûts, maîtriser nos charges, même si on accepte à un certain moment d'augmenter nos charges et donc une dégradation de notre EBITDA, mais parce qu'il faut investir dans notre domaine. Et donc derrière, au niveau de l'ambition, on reste sur ce qu'on avait dit, 2 axes de diversification, la diversification commerciale, encore une fois, étape par étape, et la diversification produit. Myriane est un produit très important sur lequel on va être beaucoup plus agressif d'un point de vue commercial, et l'oncologie, on va être très disruptif. Et je pense, moi, je suis fier quand même d'annoncer 42% de croissance hors zone de guerre au premier semestre. C'est encore une fois une performance notable et le but, c'est de continuer sur cette lancée. Et encore une fois, on a plus que doublé le chiffre d'affaires depuis 2017. Donc, on va continuer là-dessus. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Très bien. Je pense qu'on a fait un tour assez complet. On va aller maintenant sur les questions des participants, alors qu'il y a pas mal de questions. Alors, premièrement, des questions notamment autour du partenaire brésilien. Alors, j'essaie de résumer les questions que je vois apparaître. Alors, premièrement, voilà. Est-ce que vous auriez des précisions en termes de chiffrage de ce que ça représente? Tout à l'heure, vous avez dit que vous ne pouvez pas le dire. Bon, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je continue sur ma question. Effectivement, alors pour des raisons concurrentielles aussi par rapport à notre partenaire MV, hein, MV n'a pas souhaité que nous puissions donner le montant du contrat. Donc ça, malheureusement, c'est impossible. Encore une fois, ce que je peux dire, c'est que par rapport à notre niveau de chiffre d'affaires, c'est une somme qui est non négligeable et significative. Et ce qui me paraît important de rappeler, c'est que ça nous apporte de la récurrence de revenus pour les 8 années à venir. Le contrat, il est bâti d'une manière où nous avons un revenu fixe assuré pour les 8 années à venir de base et derrière, la possibilité de construire avec eux des revenus additionnels en vendant des modules cliniques avancés de Myriane sur leurs différentes zones géographiques. Donc, c'est aussi ça, tout l'enjeu pour nous des années à venir, c'est que ce partenaire devienne encore plus qu'un partenaire dans le sens commercial, qu'on soit vraiment à leur côté pour leur aider à mieux vendre la solution et qu'on ait cherché encore plus de croissance sur cette zone-là. Alors, toujours sur ce partenaire, alors les premières retombées commerciales, vous pouvez les préciser sur fin 2022, S1 2023? On ne peut pas préciser le chiffre d'affaires qui est lié à ce partenaire. Après, quand on donnera, enfin, vous avez vu la croissance sur nos chiffres que nous avons annoncés. Donc, autre zone, nous sommes à 20% de chiffre d'affaires que représentent les autres zones, donc 20% d'à peu près 2 millions d'euros. Et bien évidemment, une part non négligeable de autres zones, c'est le Brésil sur le premier semestre.
Néanmoins, encore une fois, on ne peut pas donner les détails de ce contrat, mais l'objectif, c'est bien d'équiper plusieurs dizaines de centres hospitaliers au Brésil avec ce partenaire sur la période à venir. D'accord. Dernière question sur ce partenariat. Votre partenaire brésilien dispose-t-il de l'agrément Anvisa ou Anvisa, je ne sais pas comment on dit, pour la commercialisation? Anvisa, oui, tout à fait. Très bonne question. Oui, nous avons travaillé avec ce partenaire pour qu'il obtienne l'agrément Anvisa pour Myriane. Donc, en fait, c'est ce que nous appelons la marque blanche. Nous avons, et c'était un des prérequis à pouvoir signer ce partenariat. C'est pour ça que ça a pris du temps aussi et que nous avons travaillé avec MV pendant plusieurs mois. Nous avons commencé l'an dernier à travailler avec eux. On a soumis un dossier réglementaire en leur fournissant tout ce qu'il fallait. C'est eux qui ont porté le dossier réglementaire local parce que c'est beaucoup plus simple que ce soit un acteur local. Et donc, ils ont obtenu l'agrément Anvisa qui leur permet de commercialiser le dispositif médical Myriane sur le territoire. Donc, effectivement, nous avons le Anvisa pour le marché brésilien, ce qui est une très belle étape pour nous. D'accord. Après, il y a tout un ensemble de questions qui ont trait à la trésorerie. Voilà. Donc, effectivement, si on reprend les questions, vous aviez annoncé une trésorerie de 4,5 millions d'euros en juin 2021, de 2,5 ou 2,6 là en juin 2022. Voilà, donc comment va se profiler le futur en fonction bien sûr de votre croissance? Est-ce que en gros, les questions c'est comment vous allez faire? Et d'autres questions aussi, est-ce que vous avez envisagé l'entrée d'un nouveau partenaire au capital ou encore est-ce que des nouvelles augmentations de capital seront réalisées? Alors, sur la trésorerie, encore une fois, les charges sur le premier semestre sont conformes à notre budget et à notre plan de développement, notre prévisionnel. Donc ça, c'est important de le dire. Ce sont des charges sous contrôle par rapport à ça. Et c'est un plan d'investissement volontaire que nous avons mis en place pour créer la croissance à court, moyen et long terme. Alors ensuite, en effet, la trésorerie, c'est généré par les charges et derrière, il y a le chiffre d'affaires. Nous avons un petit peu souffert de la situation géopolitique en Ukraine et Russie, qui fait qu'on a un impact sur le chiffre d'affaires par rapport à ce qu'on faisait l'an dernier comme chiffre d'affaires sur cette zone-là. Donc, effectivement, derrière, la trésorerie est aujourd'hui à 2,5 millions, donc à peu près 2 millions de cash burn sur le premier semestre. Après, on est aujourd'hui sur des perspectives de continuité d'exploitation. Hein, c'est ce qui a été souligné par nos CAC sur les semestriels. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Encore une fois, sur les charges du premier semestre, nous avons eu des charges supérieures à un régime de croisière par rapport au plan d'embauche que nous avons fait, par rapport à tout ce qui est investissement en nouvelles technologies, etc. Donc, à ce jour, nous n'avons pas de question de continuité d'exploitation, pas de question de financement à nous poser par rapport à notre budget, par rapport à notre prévisionnel, donc aligné avec nos objectifs. Ensuite, vous aviez une deuxième question qui a été posée, c'est envisagez-vous de faire rentrer un actionnaire de référence au capital ou pas? C'est en permanence des discussions que nous avons et bien évidemment que si un jour Intrasense peut avoir un actionnaire de référence qui le soutienne sur son développement à moyen long terme et qui investisse dans son développement pour amener de la croissance, ça nous paraîtrait tout à fait judicieux. Un élément qui est important sur une société comme la nôtre, une medtech comme la nôtre, c'est la notion d'échelle en fait. C'est-à-dire qu'on est sur un marché mondial, Jean-Baptiste, et ce marché mondial, il faut un certain nombre de ressources pour pouvoir y accéder à ce marché mondial. Donc aujourd'hui, nous, on a une bonne position en France, on a une bonne position en Chine, on est en train de développer des positions dans d'autres marchés. Maintenant, on a des solutions pour vendre dans plein de marchés, et on le voit là avec le Brésil. Mais si on voulait ouvrir les US, si on voulait ouvrir un petit peu plus fortement l'Europe du Nord, un petit peu plus fortement d'autres pays européens ou même d'autres pays asiatiques, c'est là où effectivement l'entrée peut-être d'un partenaire structurant au capital pourrait nous aider à mieux investir sur ces zones. Donc, oui, sans tabou, c'est des choses qu'on regarde en permanence. Après, aujourd'hui, il n'y a rien de concret, mais je pense que ça fait partie des choses normales que l'on doit regarder en tant que dirigeant d'une société comme la nôtre.
pour, encore une fois, faciliter son développement et aller générer de la valeur à moyen et long terme. D'accord, toujours sur la partie un peu finance, il y avait quelques questions ou remarques sur le cours de bourse. Donc voilà, sur le niveau du cours de bourse, sur le peu de volume, est-ce que vous allez faire plus de communication financière? Est-ce que vous allez davantage animer le titre? Qu'est-ce que vous faites dans ce domaine? Alors, la bourse, c'est toujours quelque chose de très compliqué. Mon intérêt, bien évidemment, l'intérêt de l'équipe de direction, c'est d'avoir un cours de bourse le plus élevé possible. Je pense qu'aujourd'hui, le cours de bourse et la capitalisation boursière ne reflètent pas la valeur réelle de la société. Donc, on travaille à essayer d'augmenter cette valeur. On a fait un certain nombre de communiqués de presse, on les a vus tout à l'heure à travers les partenariats ou d'autres éléments en début d'année. On a structuré depuis le début d'année un nouveau département marketing. On a une directrice marketing qui est arrivée en début d'année en janvier, qui a structuré son département. Tout ça est en train de se mettre en place. On continue à faire des communications actionnaires. Et là, nous, on s'était vu il y a un an. On avait fait aussi en début d'année un autre webinaire actionnaire. Et on va continuer ces éléments-là. Et oui, bien évidemment, notre souhait, c'est de soutenir le cours de bourse, de l'amener à augmenter pour créer de la valeur, parce que notre objectif, c'est de créer de la valeur pour nos clients, pour les praticiens, bien évidemment les médecins, mais aussi pour les actionnaires. Donc, c'est la stratégie, c'est mon intérêt, c'est l'intérêt de mon équipe de direction et c'est l'intérêt de tout le monde de créer de la valeur au sein de la société. Un dernier élément sur le cours de bourse, il faut voir que par rapport à la situation économique globale, l'ensemble des valeurs boursières ont quand même pas assez fortement chuté ces derniers mois. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Et qu'il y a eu un petit peu un revirement par rapport à la période de Covid. La période Covid, vous parliez des volumes. En période Covid, il y a eu beaucoup de particuliers qui ont mis en bourse. Ça a généré énormément de volume. Même nous, on l'a vu sur notre valeur. Et avec la guerre en Ukraine, les tensions avec la Chine, etc., on sent que les particuliers se replient un petit peu et misent moins en bourse. Donc, il faut avoir ça en tête. On en souffre forcément et on a un actionnariat de notre côté qui est beaucoup du particulier, du retail. On est à 98 ou 97% en retail et en particulier. Donc, ça nous impacte peut-être encore plus. Et d'où, j'en reviens à la pertinence de la question que vous aviez sur un actionnaire de référence à terme. Effectivement, un actionnaire de référence à terme nous aiderait aussi à éviter ces fluctuations et qui sont liées au marché et pas à notre performance et à mieux refléter une véritable valeur de capitalisation boursière dans notre sens. D'accord, merci. Alors, aussi quelques questions, alors notamment sur la part du chiffre d'affaires réalisé en Russie, Biélorussie au S2 2021. L'accord avec MV peut-il permettre de compenser la part d'activité en Russie, Biélorussie? Alors, on communiquait sur l'an dernier sur un chiffre d'affaires sur la partie Europe au sens large du terme, donc Europe de l'Est, Russie, qui était supérieur à 1 million d'euros. Donc, cela prend en compte la partie Russie, qui est Russie, Biélorussie, Ukraine, qui représentait une grosse partie de ce chiffre. Bien évidemment, notre ambition, notre objectif, c'est de continuer à apporter de la croissance au niveau groupe au global. C'est pour ça que nous diversifions sur le Brésil et sur d'autres zones. Le but, c'est de compenser cette perte que l'on vit, mais qu'on n'est pas les seuls à vivre, économique sur la zone Russie-Biélorussie. Donc oui, on y travaille. Le but, et là on l'a vu, on a des 5% de croissance, 42% de croissance hors zone de guerre. Le but, c'est bien évidemment de maintenir de la croissance malgré l'impact de cette situation géopolitique. D'accord. J'ai aussi pas mal de questions sur les investissements en RH, l'investissement en humain et aussi le nombre de salariés. Et voilà. Si vous avez quelques éléments. D'un point de vue salarié, notre objectif d'ici fin d'année, c'est d'être à peu près 65 salariés au niveau groupe. Donc nous avons, en fait, on l'a fait par phase, et ça c'est vraiment très important de le comprendre. Nous avons levé des fonds en juin l'an dernier.
Au deuxième semestre l'an dernier, nous avons investi en ressources ventes, que ce soit sur l'Europe et sur la Chine. Pourquoi? Parce que les ressources ventes sont les ressources qui ont un retour sur investissement le plus rapide. Et c'est ce qu'on a constaté sur le premier semestre et on souhaite continuer sur cette tendance. Donc, deuxième semestre l'an dernier, investissement en ressources ventes. Et premier semestre de cette année, investissement principalement au niveau R&D et marketing. Donc, au niveau marketing, nous avons monté une équipe de 4 personnes. Au niveau R&D, nous avons embauché à peu près, ça doit être entre 5 et 10 personnes sur ce début d'année. Et l'ambition, quand nous étions une cinquantaine ou un petit 45 l'an dernier, c'est d'être 65 à la fin de l'année. Donc, c'est une phase d'investissement assez marquée, assez massive. Encore une fois, avec des perspectives de retour sur investissement un petit peu différentes selon les ressources de vente et les ressources de R&D. L'ambition l'an prochain, donc 2023, c'est qu'on reste à peu près dans un ordre de grandeur de 65-70 salariés. C'est l'objectif de se stabiliser par rapport à ça et maintenant d'amener sur le marché nos innovations pour aller générer plus de chiffre d'affaires. Cette année est vraiment une année particulière, Jean-Baptiste, par rapport à l'augmentation de capital que nous avons réalisée l'an dernier et aux investissements qu'on a cette année pour nous permettre de créer cette croissance. Aussi une question relative à votre DAF. Vous avez un DAF qui manifestement est parti cet automne. Pourquoi Lionel Seltz est-il parti? Est-ce que c'est une nouvelle politique de votre part dans ce domaine? Ah non, c'est la vie tout à fait générale et tout à fait normale d'une société. Lionel, que j'apprécie beaucoup et avec qui nous avons très bien travaillé pendant plusieurs années, a eu une autre opportunité. Ça correspondait aussi à un moment donné où, en interne au niveau de la société, pour l'évolution de l'industrialisation de la société, ça nous semblait intéressant d'avoir de nouvelles compétences. Donc tout ça s'est fait de manière tout à fait naturelle. Vous savez, dans la société, c'est normal, il y a des gens qui partent et il y a des gens qui arrivent. Et donc Lionel a été remplacé. Il y a eu toute une période de transition qui s'est très bien passée entre Lionel Seltz et Julien Coste, qui nous a rejoints au mois de juillet et qui a donc pris ses fonctions de CFO avec la responsabilité au mois d'août. Julien a de l'expérience dans la medtech, a de l'expérience dans la biotech, a de l'expérience dans les sociétés cotées, dans des scale-up, des startups et des plus grosses structures. Et il nous apporte cette compétence d'industrialisation, de passage de cap aussi, de structuration sur certains éléments dont on a besoin pour passer les étapes à venir. Donc c'est non, tout à la vie tout à fait normale de la société d'avoir des ressources qui changent de temps en temps. C'est une chose normale. Un petit mot ou une pensée pour vos travailleurs, vos salariés qui sont en Chine, 15 salariés en Chine. Est-ce qu'ils peuvent travailler normalement? Oui, la plupart du temps. Moi, je leur tire mon chapeau parce que le début d'année n'a pas été évident. Il y a eu des confinements à répétition pour eux. On aurait souhaité pouvoir faire plus de croissance sur la Chine, mais il y a eu des périodes où ils ont été confinés. Vous savez, en Chine, notamment Shanghai, ça fonctionne par district. Et sur la politique Covid, c'est une politique zéro Covid en Chine. C'est-à-dire que dès qu'il y a un cas contact dans ce qu'on appelle un district, tout le district est fermé et est confiné et nos salariés ne peuvent pas sortir. Donc, on a pris différentes mesures. On a certains salariés qu'on a même sortis de Shanghai pour qu'ils puissent voyager et qu'on a mis dans des hôtels en dehors de Shanghai pour qu'ils puissent voyager et aller voir des clients de manière plus facile. Après, il y a eu les 3-4 premiers mois de l'année qui ont été relativement compliqués sur des confinements à répétition. Là, ça s'est un petit peu allégé sur ces derniers mois. Donc, on espère que le Covid va nous laisser tranquilles sur la fin de l'année, en effet, parce que ce n'est pas du tout la même politique du gouvernement par rapport à la gestion du Covid que ce qu'on peut avoir en Europe. Il faut en être conscient, on en est conscient et on travaille en très bonne intelligence avec nos équipes locales par rapport à ça. J'avais aussi quelques questions relatives à Guerbet. Donc, Guerbet, un des leaders européens de la fabrication et de la commercialisation de produits de contraste destinés à l'imagerie médicale, donc qui a obtenu un investissement ou un prêt de BPI de 1 million d'euros. Est-ce que vous allez faire pareil? Vous essayez de faire pareil? Est-ce que c'est un concurrent? Comment vous vous situez par rapport à Guerbet?
Non, Gearbest, c'est pas du tout un concurrent. Alors, c'est une société qu'on connaît parce que c'est une société de l'environnement, de l'écosystème de l'imagerie médicale. Gearbest, c'est un acteur du produit de contraste initialement, hein, donc un chimiste, entre guillemets. Le produit de contraste, c'est ce qu'on injecte dans le patient pour pouvoir rehausser la qualité de l'imagerie. Donc on les connaît bien par rapport à ça. Après, je sais aussi qu'ils travaillent sur des solutions d'intelligence artificielle et du développement d'algorithmes d'intelligence artificielle. Après, non, aujourd'hui, c'est pas du tout un concurrent par rapport à nous. J'avais vu, je crois, dans la presse, effectivement, leur subvention qu'ils ont obtenue. Oui, de notre côté, on travaille aussi, bien évidemment, en permanence à essayer d'obtenir des financements sur des projets. Après, on est une taille de structure où on essaye de vraiment rester focalisé et sur les projets de recherche, de faire des projets de recherche qui ont du sens par rapport à notre roadmap, par rapport à des très gros acteurs comme GE, Philips, Siemens, qui font un investissement en recherche à 8 ou 10 ans. On est un peu plus dans la recherche appliquée de notre côté, mais on travaille effectivement, on a le crédit en recherche et on travaille à obtenir des financements sur des projets. D'accord, on va revenir sur le côté un peu plus financier des choses. Alors, à quel horizon pensez-vous atteindre un EBITDA positif? Alors, le plus rapidement possible, je pense qu'on a démontré ces dernières années qu'on savait atteindre un EBITDA positif. On a eu en 2020-2021 un EBITDA équilibre. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. C'est-à-dire que si on regarde les medtech cotés en bourse, en France, il y en a peu qui ont atteint cette performance. Nous avons accepté d'investir en 2022 et de réaliser un plan d'investissement ambitieux, ce qui bien évidemment dégrade notre EBITDA de manière temporaire. Après, l'objectif, il est bien de très rapidement revenir à un EBITDA à l'équilibre, pas sur 2022, mais si ce n'est pas sur 2023, ça devra l'être sur 2024. C'est évident, c'est un élément que l'on garde en tête et le but, encore une fois, c'est d'investir dans la croissance saine. Je pense que c'est vraiment le mot d'ordre. D'accord, merci. Donc, je pense qu'on a à peu près fait le tour des thématiques des questions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Peut-être dire encore un mot sur que diriez-vous à vos actionnaires, notamment vos actionnaires qui vous ont rejoint lors des dernières augmentations de capital. Vous avez un message particulier à leur dire, notamment sur l'atteinte des objectifs sur les 3, 4, 5 prochaines années? Tout d'abord, le premier élément, c'est merci pour leur confiance. Après, le deuxième élément, c'est, je pense, et c'est quelque chose d'important, nous avons fait ce que nous avions dit et nous avions dit ce que nous allions faire. Nous avons montré une certaine une performance sur ces dernières années et là, eh bien, ils ont accepté de nous accompagner dans cette phase avec cette augmentation de capital et cet investissement pour le court, moyen, long terme. Donc, je les en remercie. Et derrière, effectivement, l'objectif, il est bien pour nous d'aller chercher cette croissance. Et j'en reviens à la question j'en reviens à la question du cours de bourse. Une de nos priorités, ça va être effectivement de valoriser le cours de bourse et d'y travailler. Sur la partie de l'investissement qui a été réalisé grâce à nos actionnaires sur, par exemple, la partie oncologie, le but, il est d'amener un produit sur le marché l'an prochain et de rapidement réaliser des ventes. Donc voilà, c'est du très concret et l'investissement qui nous permet de réaliser, c'est pour des choses très concrètes pour construire notre société sur les années à venir. Donc merci bien évidemment à tous ces actionnaires qui nous ont fait confiance et qui continuent à nous faire confiance. Très bien, je crois qu'on est un peu au bout de cet échange. Un grand merci à tous les participants, à leurs questions. J'espère que je n'ai frustré personne et que je pense que tout a été abordé et merci beaucoup Nicolas pour vos précisions, vos explications, votre engagement aussi, et puis cette société quand même qui est de technologie, qui rayonne dans le monde entier, qui se développe. Donc c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous.
Je vous laisse les deux, trois mots de la fin. Voilà, Un grand merci à vous. Je vois qu'il y a un grand merci à vous, Jean-Baptiste, et un grand merci aux personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui. Je vois 48 personnes connectées. Un grand merci pour l'intérêt que vous nous portez. Alors, on essaie toujours de répondre au mieux à vos attentes. On essaie toujours d'être le plus transparent possible. J'espère que aujourd'hui, ça vous l'a encore démontré. Et puis, encore une fois, que ce soit le conseil d'administration, l'équipe de direction, toute l'équipe opérationnelle et moi-même, on est là pour créer de la valeur au sein de la société. Et cette valeur, elle est vraiment à destination de nos clients, des utilisateurs, la valeur médicale, sauver des vies, c'est ça qui est important. Et elle est bien évidemment aussi à destination de nos investisseurs, de nos actionnaires, pour valoriser cette société. Ça semble quelque chose de très important. Donc, merci à tous, merci de l'écoute, merci Jean-Baptiste pour ces questions, merci aux actionnaires pour toutes les questions. Et puis, bien évidemment, nous allons continuer le travail pour développer la société sur les mois qui viennent. Et là, nous avons une belle fin d'année à faire et un dernier trimestre qui est toujours un gros trimestre. Donc, nous allons nous y atteler avec force et ambition. Un dernier mot, il y aura un replay. Hein. Plusieurs personnes me disent, est-ce qu'il y aura un replay? Oui, il y aura un replay qui sera envoyé aux participants, qui sera mis sur YouTube. Oui, il y aura un replay. Voilà, donc, ça sera sur notre site web. D'ailleurs, j'invite nos participants à aller sur notre nouveau site web avec notre nouvelle image de marque. Et bien évidemment, sur la rubrique investisseurs, il y aura un replay qui sera posté de ce webinaire. Bonne soirée à tous, à très bientôt sur EasyBourse. Merci. À bientôt, merci.